pratiquement, c'est les mêmes enseignants parfois qui font les deux. Donc, c'est le même cours, chaque fois le cours se donne. Donc, sur ce plan, c'est pas parce que ça vient de telle école qu'il y a le problème, mais c'est le niveau de base, ou le niveau d'encadrement, comme l'autre avait posé. Je répondais à cette question. L'encadrement sur le terrain. Parce que vous êtes dans un centre où vous avez 5 accouchements par jour, et vous avez 20 stagiaires. Même si vous voulez apprendre, tous les 20 stagiaires ne peuvent pas faire l'accouchement. Et parfois, ils sont là pour une semaine. Donc, nous pouvons faire le tour de l'île sans faire un bon accouchement. C'est ça qui doit être. Et si tu veux exercer passer le temps dans exercer ta profession en maternité pour le ton refuse, je ne sais pas pourquoi. Alors que tu as une formation de base comme maïticien. Merci. Pour le premier cas de VIH, en termes de prestataire, vous voyez, l'autre en termes de. Donc, je pense qu'il y a une loi qui existe pour ça. Il y a une loi qui existe et le prestataire peut vous amener la cliente ou la patiente à déclarer sa séropositivité envers son partenaire. Il y a une durée de temps. C'est 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'a pas pu dire, ou en tant que prestataire, vous êtes en droit de dire à son partenaire qu'elle est infectée. Ça, c'est clair et c'est protégé. Malheureusement, il faut savoir comment le dire. C'est ça sur le terrain. Parce que la loi vous protège, mais avant que la loi ne commence à vous protéger, vous pouvez être arrêté sur le terrain. C'est ça le problème. Sinon, vous êtes en droit, au bout de 3 mois, si vous connaissez la séropositivité d'un client, il est en droit de dire à son partenaire sa séropositivité. Sinon, vous êtes en droit de dire à la personne. Voilà, donc ça, je pense que cette loi existe et elle est déjà vulgarisée depuis un certain temps. Mais malheureusement, tout le monde ne sait pas. Mais sinon, ça existe. Maintenant, il faut trouver des astuces pour donner l'information à d'autres pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, on peut vous envoyer deux canons parce qu'on ne sait pas si c'est possible. Donc, deuxième élément, l'attaché de santé qui était sage pour médecin qui ne peut pas, je pense que c'est un problème de communication. Sinon, en général, il y a d'autres gens qui sollicitent pour qui savent que tu as été sage ou tu as été médecin qui vont t'appeler pour venir des ateliers parce que tu as de l'expérience. Le sujet, je ne sais pas, ça dépend de votre responsable. En principe, ça n'a pas posé de problème. Vous êtes venu pour les ateliers, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous allez faire ça comme un métier et remplacer l'autre, c'est ça qui peut poser problème. C'est dans le cadre privé que ça peut poser problème. Ça devient un conflit d'intérêt. Sinon, si c'est dans le cadre de l'activité publique, ça doit poser aucun problème. Et comme Maître Thierry l'a dit, le problème, quand vous êtes fonctionnaire, que vous exercez, s'il y a une faute, c'est l'État qui paye. Quitte à ce que l'État vous poursuive après parce que vous avez fait quelque chose que l'État n'a pas dit de faire. Mais malheureusement, souvent, nous, on va faire l'exercice de cette fonction-là en dehors de la structure étatique. Parce que l'État ne prend pas la responsabilité. C'est parce que moi, je suis fonctionnaire. Si je ne peux pas faire mes prestations à la maison et il y a un problème, l'État ne peut pas me couvrir. Même si je suis formé à faire ou que je suis médecin, l'État ne me couvre pas. Parce que tu n'es pas exercé là où tu n'as pas envoyé. Si c'est là où tu as envoyé, il peut prendre la responsabilité pénale et payer les choses. C'est ça, bon. Voilà. Donc il faut qu'on revienne là-dessus. Sinon, monsieur, je ne sais pas si votre médecin a refusé de faire autre chose. Sinon, normalement, si vous pouvez apporter assistance à la personne, ça poserait un problème. Je pense que Mme Changane va répondre à cette question. C'est elle qui est la patronne de ça. Poser la question si on est attaché de santé et on a une fois, ça fait de base, est-ce qu'on peut aller donner assistance à maternité? J'avais compris ça autrement, moi je voyais par rapport même à l'inscription, mais bon, ça je vais revenir là-dessus. Je pense que la compétence de sage-femme et de médecin, vous l'avez acquis. Vous l'avez acquis, c'est pas parce que vous êtes attaché de santé que vous pouvez faire l'accouchement. Il faut que vous avez des accouchements à la vie. Nous, c'est
parce que nous avons des grands maintenant, mais on fait les consultations. C'est un métier qu'on a pour les voir, on meurt avec. Donc maintenant, c'est la collaboration avec les autres qui sont sur les terrain. Si vous allez dans un service, vous avez un patient ou patiente qui vous amène à la maternité pour accoucher, vous devez collaborer avec celle qui est sur le terrain. Et si elle est là pour collaborer pour elle, c'est elle qui prend la charge. Mais si vous voulez intervenir, et que la patiente veut que vous la tuez, ça c'est une entente entre vous et la prestataire qui est sur le terrain. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, comme elle est au niveau médical, elle a un service de métier. Vous n'êtes pas sur le prix des extérieurs. S'il y a un problème, comment vous allez gérer ça? C'est comme ça que moi je vois les choses. Mais tant que tout est normal, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ça tourne au vinaigre, là, qui va annoncer les responsabilités? Mais elle va vous délimiter, mais elle qui est légale, qui est des services, endosse la responsabilité de le monde. Et c'est au cours de son exercice. Alors quand j'ai entendu effectivement l'attaché des santé à gynécologie, ça m'a fait revenir une question parce qu'il y a des attachés de santé à gynécologie qui ne peuvent pas s'inscrire à l'organisation. Ils vont les inscrire dans un autre ordre qui vont chez moi. Quel ordre? Quand il y a des infirmiers, lors de l'attaché de santé en chirurgie, il y a une question comme ça. Ça, c'est pas important. Je pense que les inscriptions par rapport aux ordres, c'est le corps d'origine. Les sages-femmes, si tu es infirmier et tu es devenu sage-femme, tu t'inscris à sage-femme. Parce que là, l'exercice est différent. Mais tu as des compétences infirmières. Mais comme c'est une compétence supérieure, donc obligatoirement, tu t'inscris à l'autre sage-femme. Ce sont des sachants. Ce sont des sachants. Parce que comme il s'agit de la discipline du secours, ce sont des sachants. Tel que Adélie, qui est le président de cette chambre de la désignée. Et comme la présidente ou le président de l'ordre fait partie de cette chambre, de la commission de cette chambre, il prend des sachants adhérer à cette question. En attendant que bon, si elle n'arrive pas à résoudre, ça va aller au supérieur. Il y a une question aussi pour dire quelles mesures prendre pour ceux qui refusent de s'inscrire. Vous avez répondu à ça? Il m'a répondu. Donc j'ai parlé à côté. Donc les sanctions, vous avez bien compris. Et à ce niveau également, le refus de s'inscrire, c'est des fois délibéré. Parce que ceux-là qui comprennent là, ils refusent de s'inscrire. Parce qu'avec d'autres analyses, d'autres commentaires ou des jugements, sans aller à l'information, qui font qu'il y a cette censure. Mais l'information doit toujours continuer. La sensibilisation doit toujours continuer. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, tous les jeunes qui sortent de l'INSP s'inscrivent directement. Parce que le DRH fait appel au bureau du conseil pour les inscrire et ils viennent en masse. On se dépose soit à la direction des ressources humaines ou bien ils viennent carrément à la clinique pour s'inscrire. Il y a très peu qui rejoignent le concentre d'être inscrits. Et ça fait partie de leur dossier. C'est les privés peut-être qui ne viennent pas, non, mais après c'est la clinique. Mais pour ce qui concerne les inscrits, en tout cas, ils viennent dès la sortie, c'est déjà fait les tous les ordres, les rapports, présentent notre émission, et les parties obligatoires qui s'inscrivent. Le gros problème de mieux là, c'est ceux qui sont sur les anciens. Il y en a qui attendent d'être à la retraite de l'esprit. Parce qu'ils veulent ouvrir une clinique de mais ce qui consigne de m'inscrire, je voudrais une année à clinique. Quand on dit aujourd'hui, il y a très peu qui s'inscrivent, nous avons 1540 qui sont inscrits. Mais il y a des 400 qui sont avec nous. Parce que l'inscription, ce n'est pas seulement venir s'inscrire et donner un dossier puis partir. Une fois là, c'est fini. Tu t'es inscrit quand vous devez embaucher quelque part, dans les structures privées, dans les ONG. Il y a eu le poste, c'est parti, c'était fini. L'année suivante, c'est fini. Alors tu dois le renouveler chaque année. C'est ça l'inscription.
corps de profession des sages-femmes, c'est un corps médical. C'est un corps médical. Le médecin a combien? Bonjour. Je voudrais juste exprimer ma joie d'être ici ce matin. Madame Chambiano vous a dit, j'avais une réservation et malheureusement hier, Assekna était en grève pour 12 heures. Et j'ai pris la route à 13 heures. J'ai dormi à Daban et ce matin j'ai continué. Et ça m'a fait rater la grève. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous transmettre les amitiés de vos collègues du Togo et l'intérêt que nous avons pour cette instance est fondamental. Et quand j'ai écouté les discussions tout à l'heure, j'ai réalisé que nous vivons les mêmes réalités. Et notre profession, c'est ce que nous voulons qu'elle soit, qu'elle sera. L'ordre est fondamental. On n'a pas besoin de nous mettre la pression pour nous inscrire. Et je crois que c'est un processus. Vous êtes très avancé, le Togo n'est qu'au début. Nous sommes à l'élaboration des tests. Et en fait, je venais ici pour m'inspirer de ce que vous avez déjà fait. Et j'ai déjà appris beaucoup de choses. Et merci infiniment. Et bon courage pour la suite et vive la profession sage-femme. De l'ordre et de la profession d'une manière générale. Je vais lui donner la parole pour le fin mot de ce panel et j'espère que cet exercice va se rééditer même en dehors des congrès. Même en dehors des congrès, même en dehors des congrès ordinaires, je pense qu'il est important dans une profession de faire une pause de temps en temps pour s'imprégner des évolutions, pour être au fait du contenu même du métier. C'est très important. Je disais tantôt que j'essaie pour ma part d'accompagner Madame Chambiano dans un processus de réforme institutionnelle et c'est une tâche ardue, importante pour l'évolution de la profession sage-femme maïoticienne. C'est très important, c'est un travail très important qui va vraiment donner un coup de fouet, une dynamique nouvelle à la profession que vous exercez. Et il est important, dis-je, de temps en temps, je pense, de faire ce genre d'exercice pour échanger et qui vous permet, vous-même, au-delà des présentations faites par les experts, d'aller au-delà parce que les documents sont là pour tout le monde. Chacun peut s'en imprégner individuellement pour mieux comprendre sa profession. Alors, je vais donner la parole à Mme Chambiano pour le mot de la fin. À l'heure actuelle, il n'y avait pas F. On ne va pas s'attarder, on va dire quelque chose de long. Je pense que vous avez suffisamment échangé sur toutes les questions. C'est vrai qu'on ne peut pas élaborer tout. Tout n'est pas sorti, c'est sûr. Ce qui est resté à l'intérieur est immense. Mais c'est vrai que petit à petit qu'on peut arriver à clarifier tout ça. Je vous exhorte à vous approprier l'ordre et les textes et de les appliquer. Ce n'est que comme ça que vous allez vous faire respecter et respecter votre institution. En tout cas, merci beaucoup à vous. Courage à vous. Et je pense que si je peux pour leur accompagnement, pour leur éclairage, leur expertise, et puis le consultant, pour la qualité de la modération. Et merci vraiment à Mme Damina d'avoir bravé la route avec ses coupeurs de route. Ceux d'avant de l'Union, ce n'est pas évident. Et évidemment, arriver ici à 4 h du matin, elle était assez lancée.
je pensais que c'était un secteur. Mais avec tout ce qui est contrôle douanier et tout ça, bon, elle est venue juste après l'ouverture. En tout cas, merci beaucoup à elle. Je vous demande vraiment de l'ovationner. Et de demander de transmettre à nos amis et de nouveau toute notre reconnaissance et notre amitié. Nous avons cheminé ensemble il y a longtemps. Et nous cheminons encore ensemble. Et nous avons été des chapeaux d'elle. À un moment donné, on est encore là. Et nous pensons que le travail qui a été abattu, c'est le travail de tout le monde, de chacun de nous. Et je dis donc bon appétit à la reprise tout à l'heure avec les idées. Déjà, les 1000 premiers jours pour nous, c'est depuis le premier jour de la conception au deuxième anniversaire de l'enfant. C'est ce que nous appelons les 1000 premiers jours. Et la grossesse va durer 270 jours. La première année de l'enfant, 365 jours, et la deuxième année de l'enfant, 365 jours. Lorsque nous faisons la somme, ça nous fait 1000 jours. Donc, ces 1000 jours-là sont essentiels lorsque nous voulons donner un meilleur avenir à notre enfant. De la façon dont nous allons gérer effectivement ces 1000 premiers jours, ça va contribuer donc à une meilleure croissance ou à un meilleur développement et aussi à réduire les risques de maladie lorsque nous serons adultes. Mais si nous gérons mal les 1000 premiers jours, il y a des risques à court terme d'un mauvais développement de l'enfant. C'est pour ça que nous pouvons voir chez les petits-enfants des retards de croissance et des retards de poids. Donc ça, à court terme, ça se ressent sur le développement. Mais à long terme, lorsque les 1000 premiers jours sont mal gérés, effectivement, il y a beaucoup de risques de faire des maladies lorsque nous allons devenir adultes. Donc, comme quoi, la gestion des 1000 premiers jours est très essentielle lorsque nous voulons préparer